Bonjour et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Diaspora, coproduction Camer.be, Sopipro d'International et Diaspora Post Magazine. Aujourd'hui, je reçois un invité de prestige en exclusivité, ancien leader du courant des modernistes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Il est aujourd'hui président du Rassemblement des modernistes camerounais et fondateur du Conseil national de la libération du Cameroun. Sa Majesté Mila Sauté a accepté notre invitation de répondre aux questions qui agitent le microcosme politique camerounais. Et donc nous avons ici l'honneur de vous recevoir. Merci Majesté Mila Sauté. Merci Dimitri, merci. Je m'en vais vous poser la première question rituelle qui est de savoir que devient Sa Majesté Mila Sauté. Oui, Mila Sauté est toujours en exil en France et à Paris et continue de travailler avec beaucoup moins de tapage parce que la stratégie que nous avons adoptée a changé depuis 2011 après que ma candidature à la présidentielle de cette année-là ait été rejetée abusivement. Donc je suis là, égal à moi-même, droit dans mes bottes, avec les mêmes convictions affirmées de libérer mon pays du joug de la dictature et de le démocratiser. Et lorsque vous regardez le Mila Sauté d'aujourd'hui, y a-t-il une différence entre Mila Sauté, ancien leader du courant des modernistes, du RDPC, et président du RMDC? Du RDMC. Bon, évidemment, c'est difficile de porter un jugement sur soi-même, mais je pense que j'ai beaucoup appris pendant mon exil. J'ai élargi les horizons de mes relations et de la compréhension même de l'humain en politique. Je crois que j'ai également acquis une expérience affinée de la chose politique et la patience qu'il faut lorsqu'on aborde des sujets qui engagent tout un peuple, dont un peu plus de 23 millions d'habitants. Est-ce que ce qui vous accuse alors aujourd'hui d'être replié sur vous-même, puisqu'exilé en France, donc de ne pas être véritablement en phase avec le débat au Cameroun, il se trompe ou... Oui, je crois que les gens ont des préjugés qui sont parfois instrumentalisés, alimentés par ceux qui nous combattent, ou qui combattent plutôt les idées que nous portons. Mais je pense que je suis aussi près du Cameroun, au quotidien, et peut-être même plus près que certains qui vivent à l'intérieur du pays. Et de quelle façon, Majesté? Vous savez, aujourd'hui, les médias permettent de nous informer au quotidien sur tout ce qui se passe au Cameroun, ce que les gens qui vivent sur le territoire n'ont pas toujours la possibilité de faire, de suivre, parce qu'ils sont harcelés par les difficultés du quotidien et ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe au-delà de leur périmètre de vie. Alors que ceux qui sont en exil pour des causes politiques, comme c'est mon cas, qui sont préoccupés par la nation, suivent au quotidien, région par région, à travers les relais que nous avons d'ailleurs sur le territoire. Donc vous dites aujourd'hui que vous avez le RDMC a des relais au Cameroun. Mais il n'est un secret pour personne, même pas pour le pouvoir, que le RDMC a des relais forts. Nous avons été les premiers lors des élections présidentielles à présenter la liste de nos représentants dans les commissions ELECAM sur les 368 arrondissements du Cameroun. Avant même le RDPC, nous avions donné nos mandataires avec leur téléphone et leur nom. Donc, ce n'est pas un secret pour personne, encore moins pour le régime de Yaoundé, que nous sommes sérieusement implantés dans le pays. Nous avons décidé, compte tenu de l'exclusion dont nous sommes victimes, notre parti est victime d'acharnement. On arrête nos militants en bordure de route. On nous interdit de participer au défilé du 20 mai. On nous interdit de participer aux élections. On m'exclut des élections présidentielles à répétition. Mais vous êtes parti de vous-même du Cameroun. Vous n'avez jamais été expulsé du Cameroun? Non, je n'ai pas été expulsé du Cameroun. Vous pensez bien qu'on n'expulse pas quelqu'un dont on veut attenter à la vie.
Donc je suis parti du Cameroun parce que ma vie a été effectivement menacée. J'ai été agressé chez moi par des armes. Donc on a tiré sur moi. Les Camerounais qui vous regardent aujourd'hui, vous accusez nommément le président de la République d'avoir voulu attenter à votre vie. Eh bien, évidemment, je ne sais pas si c'est le président de la République, lui-même en personne, mais en tout état de cause. Ce qui est une évidence avérée, c'est que mon domicile d'Mbankolo a été attaqué une nuit à 21 h par des gens armés qui ont tiré sur moi, qui ont blessé des gens chez moi, qui ont pris en joug des gens chez moi. Ils étaient 6 armés. Donc on ne peut pas dire que c'est de la fiction. Les journaux nationaux, locaux, ont fait des reportages sur cette agression armée à mon domicile. Je dois la vie grâce à Dieu. Et comme par hasard, ça correspondait à une période où j'ai créé le courant des modernistes au sein du RDPC. Et d'ailleurs, le fameux mémorandum. Voilà, et d'ailleurs, ce n'est pas un secret. Un bulletin de renseignement quotidien de la gendarmerie nationale de Yaoundé me signalait tué par les agresseurs inconnus. Donc, lorsqu'on a traversé tout cela, on est en droit de protéger sa vie. Et il n'y a pas de projet qui aille au bout si elle n'est pas portée par une vie. S'il y a donc un projet de modernité que je porte pour le Cameroun et que je veux impulser au Cameroun, il faut que je sois en vie pour qu'il puisse arriver à son terme. Vous imaginez bien que si Mandela était décédé, l'apartheid ne serait pas arrivé à son terme. Absolument. Donc, je dois protéger la vie comme élément essentiel du projet que je porte pour mon pays. Et c'est pour cette raison que je suis en exil en France. Mais bien entendu, il va bien falloir qu'à un moment donné, parce que ce n'est pas la meilleure des situations qui y est, il va bien falloir qu'à un moment donné, que je rentre dans mon pays. On aura le temps d'en parler. Alors, qui est du Conseil national de libération du Cameroun? Le Conseil national de libération du Cameroun que j'ai mis en place en 2011 est effectif. Sauf que, évidemment, les gens pensent que ces actions doivent tout de suite porter des fruits. Nous sommes dans une longue lutte, dans une longue marche. Oui, mais ça fait quand même quelques années que ce conseil a été créé. Quels sont les membres? On dit certains Yaoundé dans les bureaux cossus de la capitale et même à Paris vous riez un peu au nez, ou alors disent que c'est un conseil fantoche que vous avez créé juste pour vous faire faire un peu les poches et puis pour vous remplir les poches. Il vaut mieux que ces assertions soient ainsi d'ailleurs. Mais seulement, comment se remplit-on les poches en créant un conseil pour la libération? L'argent viendrait d'où? Je crois que... De certains investisseurs et de certains hommes d'affaires basés à Paris, dont vous êtes proche. Peut-être qu'il faut les identifier clairement et qu'ils disent quelle somme d'argent ils versent à ce Conseil national pour la libération du Cameroun. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des concepts comme cela, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui veulent nous pousser, chatouiller nos égos pour que nous puissions nous mettre à table à raconter quelle stratégie le Conseil national pour la libération adopte pour libérer le Cameroun. Oui, il y a une stratégie et le Cameroun sera libre, je peux vous le garantir. Nous n'avons pas besoin de faire du one-man show. Comment, au moins quand, à peu près qu'on est... Évidemment, je pense que vous ne posez pas cette question en espérant que je vous réponde. Je ne peux pas venir à un média commencer à dire voici comment je vais libérer le Cameroun, voilà comment on va procéder. Que ferait l'adversaire que nous allons combattre? Je crois qu'il faut que les gens soient patients. Ce qui est certain, nos nuits et nos jours, notre cœur bat pour le Cameroun. Ça fait 33 ans qu'ils attendent. Je ne pense pas que le Conseil national pour la libération du Cameroun ait un âge aussi avancé. Il a été créé en 2011, au mois de novembre 2011. Il a beaucoup avancé, il travaille, et je crois que s'il retient l'attention des journalistes, des médias, que vous posiez la question là-dessus, c'est qu'il suscite une certaine curiosité qui ne nous échappe pas. Je crois que nous allons donner la dimension de notre conseil. Pour clore le débat au sujet du Conseil national de libération du Cameroun, une action concrète ou quelques actions concrètes à mettre au crédit de ce conseil? Pour l'instant, je préfère ne pas en parler. Il n'y a pas d'action à ce stade à revendiquer, mais nous avons une stratégie qui est affinée.
Nous travaillons. Vous savez, un Conseil national pour la libération a besoin d'explications internationales. Je voyage auprès de certains pays pour expliquer le sens. Vous êtes écouté lorsque vous arrivez dans ces capitales occidentales? Oui, il arrive que je sois écouté. Et d'ailleurs, il est souvent arrivé que lorsque je suis passé, que le gouvernement passe aussi, pour essayer d'apporter le contredit de ce que nous essayons de faire valoir. Mais personne ne doute plus que le Cameroun soit une dictature. La meilleure preuve de cette dictature aujourd'hui, elle va être abordée certainement au cours de notre interview. Mais le président Biya est un dictateur. Il le démontre au quotidien. Et je m'en vais faire la démonstration tout à l'heure avant la fin de cette émission. Croyez-vous encore que votre combat ait un sens, puisque vous êtes exilé à l'étranger, vous voyagez, c'est vrai, vous allez dans les capitales occidentales, vous êtes reçu dans les chancelleries occidentales, mais la libération du Cameroun ne se fera ni à Paris, ni à Washington, où vous êtes proche du Sénat, encore moins dans les autres capitales occidentales. Non. Tout se fera au Cameroun. Vous avez raison. Vous avez raison. Nous ne demandons pas à l'Occident de venir libérer le Cameroun. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes sur le territoire. Nous ne sommes pas sur le territoire juste pour être sur le territoire. Le projet aussi, c'est un homme. Oui, bien entendu. C'est d'abord un homme. Vous avez raison. Au-delà de ces relais. Les relais viennent après. Vous avez raison. Le cerveau, si je peux le transposer ainsi, ou cette représentation imagée, le cerveau et les autres membres suivent. Vous avez absolument raison. Mais vous savez, ces questions-là étaient abordées de la même manière lorsque le général de Gaulle se trouvait à Londres. Ces questions étaient abordées de la même manière lorsque Thabo Mbeki était au Zimbabwe. Vous savez, l'exil n'est pas une affaire nouvelle. Et l'exil est un concept international qui permet à l'exilé politique de réfléchir sur les meilleurs moyens d'aborder la lutte pour libérer son pays. Oui, bien entendu, je ne crois pas seulement à mes chances. Je crois aux chances du peuple camerounais de ne pas vivre sous la dictature. Que ce soit vous, que ce soit un autre exilé ou alors un autre opposant camerounais, est-ce que vous pourrez à ce moment vous mettre en rapport avec toutes ces forces-là, que ce soit vous ou un autre opposant? Mais bien entendu. Vous voulez absolument être porté au pinacle comme ça du pouvoir? Non, vous savez, un homme qui n'a pas d'ambition n'a aucune raison de créer un parti politique, ni de créer un conseil pour libérer son pays. J'ai une ambition. L'histoire veut que, permettez-moi de vous couper, Majesté, l'histoire veut qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, les gens créent des partis pour s'enrichir. Il y en a des exemples patents, on ne va pas citer, sinon on passera toute la journée. Donc, je suis à un endroit de poser la question de savoir si effectivement l'ambition c'est de se porter au pinacle du pouvoir, ou alors simplement si, quelle que soit la force en présence, un autre opposant camerounais qui puisse accéder au pouvoir, est-ce que vous allez l'aider à ce moment-là? Je réponds au premier volet de votre question. D'abord, si j'étais à la quête de l'argent, je n'aurais pas démissionné comme membre du comité central du RDPC, qui est une position d'influence au Cameroun connue. Je serais resté là-dedans pour me faire le chemin, pour devenir ministre, pour devenir je ne sais pas quoi, ou même pour faire des affaires que je sais faire. Non, je ne suis pas à la quête de l'argent et je n'ai pas créé le parti politique pour des besoins d'argent que nous ne touchons nulle part. Et si j'avais besoin de toucher de l'argent, j'aurais accepté un certain nombre de propositions qui m'ont déjà été faites. Et que plusieurs de mes camarades ne démentiraient pas. J'ai une ambition affirmée de moderniser le Cameroun. J'ai une ambition de devenir président de la République du Cameroun. Je l'ai dit à haute voix en déposant ma candidature 2 fois à la présidentielle qui a été rejetée, en 2004 et en 2011. Vous comprenez que lorsqu'il y a un tel acharnement à refuser qu'un homme se présente à une élection présidentielle, si cet homme n'a aucune chance de passer, on le laisse se présenter. Vous comprenez que lorsqu'on se présente à une élection présidentielle, porteur d'un projet formel, j'ai décliné mon projet. Je vois d'ailleurs que quelquefois le pouvoir essaye de copier.
Ce projet, on l'a critiqué. Un exemple. Mais lorsque vous prenez ce projet-là aujourd'hui et que vous lisez la partie défense, la réforme des défenses du Cameroun, vous constatez que dans ce projet, tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, dans la partie septentrionale et dans la partie est de notre pays, était déjà prévu dans notre projet qui est écrit en 2009. Ça veut dire que si nous étions au pouvoir, nous, les drames qui arrivent au Cameroun, à notre pays en ce moment, auraient été évités parce que nous avions déjà vu ces choses venir. Il y a quand même, sans être l'ambassadeur du président de la République, il y a quand même 1200 km de frontières entre le Nigeria et le Cameroun partant de l'ouest à l'ouest. Donc, pour sécuriser cette partie du territoire, ce n'est pas une sinécure. Vous convenez avec moi? Vous voulez donc dire que le Cameroun n'a pas les moyens de sécuriser son territoire? Je voulais savoir comment Majesté... Je ne suis pas du même avis. Je dis que le Cameroun a les moyens matériels et humains de sécuriser son territoire. Mais pour que la sécurité du territoire soit assurée efficacement, nous l'avons également dit dans notre projet, il faut que son armée et les moyens dévolus à son armée soit tourné effectivement et essentiellement, exclusivement à la défense du territoire et aux missions de l'armée. Ce n'est pas le cas. Le ministère de la Défense est le deuxième ministère de la République dont le budget est le plus important après celui de l'Éducation nationale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre armée est sous-équipée? Comment va-t-on surveiller les frontières alors que les militaires sont plutôt tournés à taper sur les Camerounais les mains nues? Donc selon vous, comment va-t-on assurer la défense? Doit démissionner. Puisqu'il a failli à sa mission. Je n'ai pas à faire démissionner un ministre, j'ai à faire démissionner le président de la République lui-même. Le ministre de la Défense n'est qu'un exécutant, un ministre délégué. C'est quoi son importance dans la protection du territoire national de par la Constitution de la République? C'est le président de la République qui a prêté serment d'être garant de la sécurité des biens et des personnes, de l'intégrité du territoire national. Selon vous, qui gère le Cameroun aujourd'hui? Mais moi, je l'ai déjà dit dans un réseau social, le Cameroun n'est plus gouverné. Donc, je viens encore de le dire dans un message aux jeunes. Si le Cameroun était gouverné, vous croyez qu'il y aurait un mutisme aussi assourdissant devant tout ce qui se passe dans notre pays? Vous croyez que si le Cameroun était gouverné, on irait inhumer les soldats qui tombent au front d'une guerre sans leur rendre des honneurs? Le président de la République a dit à Paris, le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Oui, nous l'avons tous appris avec surprise et effarement. Comment un chef des armées, un chef de l'État, peut-il être sérieux en déclarant une guerre depuis un sol étranger? Vous me reprochez d'être en exil à l'étranger. Quand lui déclare la guerre à Paris, il est en exil à Paris. Comment un chef des armées peut-il déclarer une guerre sans qu'on voit autour de lui les différents généraux qui vont porter cette guerre au front de la guerre? D'ailleurs, pourquoi le président Biya a-t-il déclaré la guerre à Boko Haram à Paris, alors que quelque temps avant, il se faisait ami avec ces gens en récupérant les otages français à les restituer à Paris et ailleurs, sans que ces violents agresseurs les aient tués. Ces agresseurs qui tuent maintenant les Camerounais aux mains nues. Pourquoi ils ne tuent que les Camerounais et pas les otages? Donc vous comprenez cette guerre-là qu'on vient déclarer à Paris, sans en informer le peuple camerounais, à la place du Nigeria, alors que Boko Haram, contre qui le Cameroun déclare la guerre, ne se trouvait pas au Cameroun, se trouve au Nigeria. C'est une secte qui est née en 2002, lorsque Yaradua est décédé et que les nordistes nigérians ont eu l'impression que leur tour de gouverner le Nigeria était confisqué par un sudiste. Cette secte qui se trouve en territoire nigérian et qui faisait des incursions sporadiques sur notre territoire, de ravitaillement, d'enlèvement des otages, en quoi devrions-nous lui déclarer la guerre au Nigeria alors que nous n'avons pas le droit de poursuite de ces gens-là là-bas? Ils avaient occupé quelle partie du territoire du Cameroun? Parce que leurs incursions, justement, ils arrivent au Cameroun, ils pillent, à mon sens, ils pillent et des exécutions sommaires, des assassinats. Donc, je comprends qu'il y avait une insécurité forte qui nécessitait une action militaire. Absolument. Mais je comprends aussi que la déclaration de guerre
à Paris sans informer notre peuple est une haute trahison. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est d'autant plus que, par l'Assemblée nationale, mais bien entendu, on n'engage pas un peuple dans une guerre sans l'en informer, même si on est le chef des armées. On n'engage pas une armée dans une guerre sans évaluer les moyens de défense. D'ailleurs, je voudrais également embrayer sur cette question pour vous dire ceci. Avant que la guerre ne devienne totale, que les armes ne sortent des casernes, il y a d'abord une guerre préventive qui doit être menée, celle du renseignement. À quel moment a-t-on essayé d'infiltrer Boko Haram au Nigeria pour savoir ses moyens opérationnels, alors que nous savons que Boko Haram fait des recrutements dans la partie septentrionale de notre pays au sein d'une jeunesse déscolarisée et abandonnée à elle-même? Quels sont les moyens de renseignement qui ont été mis en œuvre pour identifier les sources de ravitaillement des armes? Le directeur de la DGRE ne fait pas son travail. Selon moi, le Cameroun n'est plus gouverné. Il faut dire ça simplement. Le directeur général de la recherche extérieure est tourné à nous enlever, nous les opposants, en exil. Il est occupé à autre chose qu'au renseignement militaire. Je dis que, avant de porter les armes sur le front d'une guerre, une guerre totale, on doit d'abord utiliser tous les moyens préventifs de la guerre, à savoir le renseignement. On n'aurait pas le renseignement su quels sont les positionnements de Boko Haram en infiltrant Boko Haram par des recrutements. On aurait su quels sont les armements de Boko Haram si on avait infiltré Boko Haram et ses sources de ravitaillement. On aurait su quelles sont les voies de passage de l'armement de Boko Haram. Des renseignements à ce sujet. Et je pense que tout cela n'a pas été fait. Et tout cela n'a pas été fait. Je crois que ce n'est pas par ignorance. Nous avons simplement déclaré la guerre. On a dit aux gens d'aller faire la guerre contre un ennemi qui est sur un territoire étranger. Comment on comptait la faire sans droit de poursuite? Voilà donc ce que j'appelle le déficit de gouvernance, l'absence de gouvernance. On nous a embarqués dans une affaire dans laquelle nous n'étions concernés que partiellement. On en fait aujourd'hui l'épicentre de notre affaire est à Yaoundé, de cette affaire est à Yaoundé, alors que cette affaire est essentiellement nigériane, constituée de Nigérians, bien sûr qui recrutent au Cameroun, parce qu'au Cameroun, dans cette partie du pays où le sentiment d'abandon est réel, où la misère est réelle, les recrutements sont faciles. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait pour limiter ces recrutements? Boko Haram n'est pas arrivé en 2014. Tout le monde sait que Boko Haram existe depuis 2002. Lorsque les frontières du Cameroun sont menacées, à l'est, au nord, au sud-ouest, qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre des précautions pour qu'on en arrive pas là? Le Cameroun aujourd'hui dénombre des centaines de victimes. Des Camerounais sont morts. Comment est-ce que vous soutenez l'armée camerounaise qui est au front aujourd'hui, au-delà des chapelles politiques, au-delà des discours, n'est-ce pas, que ce soit victimaire ou alors incendiaire, des pamphlets? Comment soutenez-vous l'armée camerounaise? Je voudrais déjà dire que le drame qui frappe les Camerounais au nord, et je voudrais en profiter pour présenter ma compassion à toutes les familles éplorées par ce drame. 400 Camerounais qui ont été exécutés un matin. Le temps s'est arrêté. Qui ont été exécutés dans des conditions effroyables telles que les médias les décrivent. Des gens égorgés dans les mosquées. Des femmes et des enfants tués à bout portant, sans aucun moyen de défense, sans protection. On n'a pas envie de poser d'autres questions, de savoir où était l'armée au moment où tout ça s'est passé. Comment on n'a pas évacué ces gens de ces endroits, de ces zones, alors que nous entrions en guerre contre de dangereux agresseurs, lourdement armés? Comment on les a laissés là? Donc, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. J'adresse à mes compatriotes ma solidarité. J'adresse au Grand Nord ma compassion. Je suis de tout cœur. J'adresse à l'armée nationale, aux soldats qui tombent, aux épouses et enfants de ces soldats qui tombent pour notre liberté, qui donnent leur vie pour le Cameroun dans des conditions parfois difficiles, très difficiles, souvent sous-équipées. Je leur adresse toute
tous mes hommages, tout mon respect pour cette capacité à affronter la guerre dans des conditions d'impréparation comme celles qui sont les nôtres. Le soutien que nous apportons à notre armée peut être lequel? Cher ami, c'est une fanfaronnade de dire qu'il faut apporter un soutien à une armée qui sait faire son travail, qui a les moyens de faire son travail. On commence à dire aujourd'hui qu'il faut apporter du soutien à l'armée parce que l'État est défaillant. Parce qu'on humilie cette armée-là. Si on avait donné les moyens à notre armée, on n'aurait pas eu besoin d'aller chercher des armées ailleurs pour défendre l'armée, pour défendre le territoire national. Donc, il n'est pas du ressort des armées étrangères de venir défendre la sécurité des biens et des personnes au Cameroun. En faisant appel à l'armée tchadienne, vous dites donc que le président de la République n'a pas opté pour la bonne solution? Je dis tout simplement que l'armée tchadienne est la bienvenue, mais que ce n'est pas le rôle de l'armée tchadienne de sécuriser le Cameroun. Lorsqu'une armée étrangère entre dans un pays, Monsieur Dimitri, quelles que soient les relations de bon voisinage avec cette armée-là, quelle que soit la magnanimité de cette armée-là, comme c'est le cas de l'armée du Tchad, c'est une humiliation pour ce peuple-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un échec sécuritaire à l'intérieur et aux frontières. L'armée du Tchad n'a pas vocation à venir assurer la police au Cameroun. L'armée du Tchad n'a pas vocation à venir faire la guerre au Cameroun. Lorsque l'armée du Tchad retournera chez elle, qu'est-ce qui se passera pour nos frontières et pour notre peuple? Donc je crois que le problème n'est pas que l'armée du Tchad vienne, mais comment en vient-on à cela? Comment en arrive-t-on là qu'un grand pays comme le Cameroun, la plus grande puissance économique de l'Afrique centrale, en termes démographiques et en termes de moyens financiers, en vienne à un tel niveau d'humiliation? Un pays où les soldats sont bien formés, des officiers compétents, parfois mis à la retraite par anticipation à cause du tribalisme. Un pays où l'armée connaît des promotions qualitatives sur la base de la subjectivité, où ceux qui sont compétents sont mis sur la sellette pour des raisons que nul ne peut expliquer, et qu'aujourd'hui, on se retrouve humilié par des bandits, par des voyous qu'on appelle Boko Haram, que nous ne pouvons pas neutraliser. Je crois que le Cameroun a touché le fond. Il faut avoir le courage de se regarder droit dans les yeux. Mais cela étant, il faut que je le dise, notre armée doit se ressaisir et faire chorus avec son peuple pour mettre hors d'état de nuire ces moyenâgeux terroristes qui sont d'une barbarie inacceptable sur notre territoire. Je pense que Boko Haram profite tout simplement de la faiblesse sécuritaire de notre pays et de ceux qui sont détournés des missions de défense pour faire autre chose, la fanfaronnade, circuler dans la ville avec des motards et des grands nombres de véhicules pour impressionner le citoyen. Ce n'est pas cela, monsieur, la défense du territoire national. Lorsque des grandes puissances internationales, comme la France, on l'a vu avec les attentats du 7 janvier, sont attaquées, lorsque des grandes puissances comme les États-Unis sont attaquées, le président de la République de ces différents pays consulte les forces vives de la nation, qu'elles soient à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, les anciens premiers ministres, les ministres et tous les chefs de partis politiques et les leaders d'opinion sont consultés justement pour permettre au président de la République d'adopter la bonne stratégie. On l'a vu avec Hollande, le sommet de l'Élysée, où l'ancien président de la République, tous les anciens présidents de la République ont été reçus, tous les anciens premiers ministres ont été reçus, plusieurs ministres de l'opposition et des chefs de file de partis ont été reçus. Au Cameroun, est-ce que vous ne pensez pas que vous pensez que le président de la République, ne procédant pas à ce mécanisme-là, a failli à sa mission? Lorsque je serai président de la République, je répondrai mieux à cette question parce que je serai à même de le faire. Je vous ai dit tantôt que le Cameroun n'est pas gouverné. Pourquoi voulez-vous qu'un pays qui n'est pas gouverné prenne de telles initiatives? Le président de la République est loin de son peuple, loin des préoccupations même de la guerre. Vous l'avez déjà vu à une cérémonie de mise en bière d'un soldat qui est tombé au front.
Vous l'avez déjà vu dans un hôpital en train de rendre visite à un blessé tombé au front d'une guerre qu'il a déclarée? Non. On demande aux Camerounais tout simplement de soutenir l'armée, de ne pas demander d'où vient la guerre, de ne poser aucune question, d'aller seulement au front de la guerre que quelqu'un a déclaré à Paris, sans savoir contre qui on lutte et pourquoi on lutte. Non, on dit simplement que oui, il y a des gens qui déstabilisent, ils sont à l'extérieur, ces gens-là sont sur les médias. Cher ami, des câbles diplomatiques. Je voudrais vous dire oui. que vous avez pris des exemples des pays occidentaux où des choses se font. Vous parlez là des pays qui sont gouvernés. Vous ne parlez pas des pays où les présidents vont en vacances 8 mois sur 12. Vous ne parlez pas des pays où les présidents ne parlent pas des morts, 400, lorsqu'on en a tué dans leur pays. Et je vous dis que lorsque j'ai écouté le président Biya s'adresser à la jeunesse, j'ai voulu m'exiler une deuxième fois. Parce que il n'est pas possible que lorsqu'on dirige un pays, que 400 de vos concitoyens ont été tués, massacrés par des voyous, que vous n'ayez même pas la décence de présenter des condoléances aux familles éprouvées, que vous n'en parliez pas, que ce soit les médias étrangers qui en parlent. Il y a un communiqué de la présidence de la République. Mes chers amis, le communiqué de la présidence de la République gouverne le Cameroun. N'importe qui, même un chargé de mission, peut signer un communiqué à la présidence de la République. Donc arrêtons de nous voiler le visage. Le Cameroun n'est plus gouverné. Et s'il l'est, il est gouverné par des sous-fifres. J'ai le courage de le dire. Et dans la situation actuelle, où notre pays affronte une guerre aux origines évanescentes, devant des ennemis non clairement identifiés en dehors de Boko Haram, qui peut dire que ce n'est que Boko Haram qui agit effectivement dans le nord? J'allais justement, catégoriquement. Avant d'attaquer ce point, vous avez évoqué tout à l'heure les raisons qui ont présidé à la naissance de cette guerre ou à la déclaration de cette guerre contre Boko Haram. Il faut quand même savoir que nous avons pris connaissance d'un câble diplomatique qui faisait état de la volonté de Boko Haram d'installer une base arrière dans le septentrion du Cameroun. Donc, face au refus du gouvernement, la secte Boko Haram a décidé de déstabiliser le Cameroun par sa frontière et peut-être, chemin faisant, à l'intérieur du pays. Donc, on ne peut pas dire que forcément, il n'y a pas de véritable raison pour rentrer en guerre contre Boko Haram. Non, je vais rectifier quelque chose dans ce propos. Les câbles disent certainement des choses. Que le Boko Haram ait des prétentions à établir une base arrière au Cameroun, et on peut même se demander pourquoi au Cameroun et pas au Tchad, parce que le Cameroun n'est pas le seul pays limitrophe de cette zone de Maïdougouri. Que le Boko Haram ait envie d'établir donc une base au Cameroun ne permet pas, avant que cette base ait été établie, de déclarer la guerre. Et je parle là d'un président de la République que nous connaissons. Lorsque le Nigeria a occupé militairement Bakassi, avec des armes lourdes, assiégé donc effectivement notre territoire, le président Biya a privilégié la négociation et le droit international. Vous pouvez me dire pourquoi, avant même que Boko Haram n'ait occupé une partie du territoire, nous sommes entrés en guerre ouverte contre des gens qu'on ne connaît pas, et surtout contre des gens avec qui on a eu des négociations pour récupérer les otages. J'insiste là-dessus, à moins qu'on me dise que c'était un autre Boko Haram. C'était le même. Donc, je voudrais dire que si c'était le même Boko Haram, que les autorités du Cameroun connaissaient ces gens-là, comment en arrive-t-on à une déclaration de guerre contre des gens qui ne sont pas sur notre territoire, mais qui sont sur un territoire étranger, alors que nous savons, au moment de la déclaration de guerre, que nous n'avons pas un droit de poursuite de ces gens-là sur ce territoire-là? Comment ça allait se passer la guerre? On allait le faire depuis les fenêtres à Etoudi? Oui, mais... Donc je crois que la question n'est plus celle-là aujourd'hui. Il existe une forme de convergence de vues entre les autorités de Yaoundé et les autorités nigérianes pour justement combattre cette secte. On peut saluer cette convergence de vues. Elle est la bienvenue. Et elle vient à la bonne heure.
Mais seulement, j'insiste que la secte Boko Haram est une affaire du Nigeria. J'insiste que s'il y a quelqu'un qui doit déclarer la guerre à Boko Haram au premier chef, c'est le Nigeria. C'est au Nigeria que le Cameroun devait apporter son aide pour combattre Boko Haram. Ce n'est pas au Cameroun que le Nigeria et les autres pays doivent apporter de leur aide pour combattre une secte qui est au Nigeria. C'est ce que je dis. On est donc allé acheter un problème à l'étranger pour le ramener chez nous. Et n'oubliez pas, moi j'ai écouté attentivement ce monsieur-là, ce voyou-là parler, dire que vous les Camerounais là, c'est dans les vidéos, nous n'avons pas de problème avec vous. Qui n'a pas entendu ça? Tout le monde. Alors, s'il n'a pas de problème avec nous, pourquoi nous avons la guerre aujourd'hui avec lui? Pourquoi? Donc j'estime que les incursions de Boko Haram chez nous étaient condamnables, étaient maîtrisables. On pouvait empêcher que Boko Haram ne rentre chez nous en sécurisant ses frontières, puisqu'on savait depuis longtemps que Boko Haram était dans la région. Et si on ne le savait pas, c'est encore plus grave. Donc, la guerre de Bakassi aurait déjà pu alerter le Cameroun sur les velléités expansionnistes, sur les velléités expansionnistes de certains groupes en direction du Cameroun. Donc je crois que c'est ce que j'appelle le déficit de gouvernance. Un pays qui ne prend pas des enseignements de ce qui lui est arrivé et qui est toujours surpris par les événements. De nombreuses connexions au sein du Sérail et au sein même de l'appareil étatique font état de l'implication de certaines personnalités au Cameroun en fait dans les incursions et les attaques, les activités de Boko Haram au Cameroun. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ben, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce type d'information qui n'est basée sur rien en ce qui me concerne. Mais seulement, on ne peut pas minimiser les propos du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Ça, c'est quelque chose d'objectif que je vais dire. Du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, on a entendu Kaba Yégué Djibril dire qu'il y a Boko Haram parmi nous. On suppose que lorsque un président de l'Assemblée nationale, qui est majoritairement acquise au pouvoir en place, fait une telle déclaration, la suite doit être au moins l'ouverture d'une enquête. Absolument. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qui visait ces propos de M. Kaba Yégué Djibril? Qui sait ce qu'il en est? Qui n'a pas entendu dire que l'attaque de Kolofata était la résultante d'un accord non tenu avec Boko Haram et que Boko Haram avait fait des menaces? Là, vous parlez d'Amadou Ali? Mais bien entendu. L'attaque de Kolofata a touché la résidence d'Amadou Ali, mais je ne parle pas que de lui. Je parle aussi de ce Lamido qui a été arrêté. Qui ne connaît pas ces députés qu'on a envoyés négocier la libération de ces gens-là, de nos otages? Quel député? Moi, j'ai vu les noms d'un député de l'extrême nord, Talba, qui serait l'envoyé du gouvernement auprès de Boko Haram. De toute manière, qui nierait qu'on n'a pas vu M. Ngongo, le secrétaire général du président de la République, dans des avions aller à l'extrême nord plusieurs fois, ramener les otages? Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a des filières, des connexions qui étaient en relation avec Boko Haram. Mais alors, lorsqu'on dit que Boko Haram est parmi nous, comment on fait pour connaître un ennemi avec qui on discute d'argent du contribuable camerounais, de restitution des otages, pour que frontalement, brutalement, un matin, on se retrouve devant 400 morts? Si on a discuté avec ces gens-là, à quel moment les discussions se sont-elles arrêtées pour que devienne la guerre? Donc, toutes ces choses font que je parle d'une guerre énigmatique, au contour évanescent, d'une guerre importée chez nous pour des raisons obscures qui restent à identifier, mais dont le peuple camerounais, qui est pris en joug, est obligé de mener, et que nous devons mener, et que j'appelle mes compatriotes à mener. J'appelle mes compatriotes à soutenir l'armée. Mais seulement, justement, nous ne pouvons pas nous poser la question de savoir d'où vient la guerre. Aujourd'hui, il existe des divisions au sein de l'armée camerounaise. Suite au renfort des forces tchadiennes,
des forces spéciales du BIR, une partie des forces spéciales du BIR n'a pas apprécié et n'entend pas mener. Est-ce que ces divisions au sein de l'armée ne sont pas de nature, sont de nature à nous mener à la victoire contre Boko Haram? Vous avez raison, ce sont des choses gravissimes, d'ailleurs quand elles se retrouvent sur la place publique. Mais je comprends les frustrations d'une armée qui voit rentrer sur son territoire 400 véhicules en provenance d'un pays étranger, un pays frère, avec des tanks. Ça suppose quoi? Qu'elle a capitulé, que son incompétence est affirmée. Et lorsque cette armée-là, cette armée que je salue moi aussi, d'ailleurs il fallait qu'elle vienne, parce qu'on a vu ce qui se passe. Lorsque cette armée-là entre au Cameroun, et qu'on écoute des populations, on les voit acclamer comme une armée de libération, qu'on entend un sous-préfet faire une déclaration que depuis que l'armée du Nigeria, du Tchad est là, la sécurité est revenue. Comment vous interprétez, vous journalistes, ces propos-là? Sinon que c'est une reconnaissance que notre armée est incapable, s'est montrée incapable à sécuriser le territoire. Donc je comprends les frustrations d'une armée qui a des hommes compétents, bien formés, qui est mal équipée, et qui est au fond d'une guerre dont elle ne comprend certainement pas très bien les sources. Et d'une armée qui est frustrée parce qu'elle n'a pas le droit de poursuite de l'ennemi sur sa base et qu'elle est obligée de manière asymétrique de subir ces attaques de temps en temps, sporadiquement, sans préparation. Voilà ce qui peut conduire à des divisions. C'est très grave tout ce que vous... Mais bien entendu, vous évoquez... C'est suffisamment grave. Parce que j'estime que... Je connais les officiers camerounais. Vous leur envoyez très souvent des messages. J'ai côtoyé plusieurs officiers de mon pays. Il m'est même arrivé d'aller sur un front vers Bakassi avec de nombreux officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Je connais leur hargne, leur aptitude, y compris ceux de la garde présidentielle. Je dis au plus fort de la guerre de Bakassi. J'ai dormi dans des forêts avec des officiers à un moment donné, dans cette région-là. Ça s'appelle Abonché, Abontara. Donc je connais la hargne de nos officiers et leurs compétences. Ce que je dis là, on peut aller demander ça au général Elo Kobi, que je connais très bien. Et j'en connais d'autres. Je cite celui-là, mais j'en connais d'autres qui étaient dans cette même mission-là. Donc, je connais la valeur des officiers de mon pays. Mais je sais que la frustration peut conduire de nombreux soldats à ne pas combattre. Qui n'a pas appris que certains soldats auraient déposé des armes parce qu'ils ne voulaient pas combattre dans des conditions de misère? Qui n'a pas appris qu'on a dit aux soldats de ne pas revendiquer des primes parce qu'ils doivent d'abord faire la guerre? Mais cher Dimitri, le Cameroun et l'Assemblée nationale déboursent de l'argent pour l'entretien de notre armée, à votre avis, pour les équipements de notre armée. Cet argent va où? Alors, la question, c'est celle-là. Et on doit la poser à ceux qui sont chargés de dépenser cet argent-là. Qui sait combien on dépense au nord et pour faire quoi depuis le déclenchement de cette guerre il y a 1 an? J'avais déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelque temps dans un de mes propos qu'il ne faut pas que cette guerre devienne une guerre pour détourner l'argent de l'État. Et ça ne rate pas, parce que la grogne qu'il y a dans le coin, dans l'armée, suppose que l'armée est maltraitée. Mais nous ne pouvons pas croire qu'un seul instant, l'armée du Cameroun n'a pas les moyens de s'équiper. Puisqu'aujourd'hui, il s'agit au-delà des clivages politiques de sortir le Cameroun victorieux de cette guerre. Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir de rentrer en rapport avec le gouvernement pour essayer de trouver des stratégies afin de contrer Boko Haram dans ces derniers retranchements? Et après, le débat démocratique refera surface et les joutes politiques. Mais bien entendu, ce n'est pas à nous, chers journalistes, qu'il revient de rassembler les gens autour de l'unité nationale. Il y a quand même de l'intégrité territoriale et de la sauvegarde de notre... Mais bien entendu que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie de la République, c'est la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, pour laquelle un homme a prêté serment d'en être garant. Alors aujourd'hui, on ne peut pas oublier. Majesté. On ne peut pas oublier ça. Ne me demandez pas d'oublier cela.
Ce n'est pas à moi d'entrer en contact avec le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est la mission du gouvernement d'entrer en contact avec les forces vives. Vous avez dit tout à l'heure vous-même ici que dans les pays occidentaux, les présidents invitent, les partis d'opposition invitent les gens. Mais qu'est-ce que nous on reçoit? On reçoit des messages, des pantalonnades du président de la République qui dit « Ne suivez pas les spécialistes de la déstabilisation, les spécialistes... » Mais attendez, monsieur, c'est Boko Haram qui est là devant nous. Ce ne sont pas les spécialistes de la déstabilisation. C'est lui qui avait dit au peuple camerounais qu'il a vaincu le Maki et qu'il a vaincu les villes mortes et que ce n'est pas Boko Haram qui va le dépasser. C'est à lui, monsieur, et à lui seul, de rassembler les Camerounais autour de l'unité, autour de cette guerre, de leur expliquer pourquoi la guerre et pourquoi on fait la guerre. On ne peut pas aller vivre dans son bunker et estimer qu'on est protégé et que la guerre concerne les autres et appeler à l'unité nationale. Les Camerounais vont faire une guerre dont ils ne connaissent pas l'origine, ni où, avec quoi elle se passe. Les Camerounais vont remplacer les militaires au front qui ne sont pas bien équipés pour faire la guerre alors qu'ils ont été formés et sont compétents. Vous croyez que c'est honorable lorsqu'on vient dire dans les médias que l'armée du Cameroun n'a pas de pilote apte à piloter nos Alpha Jets? Qu'est-ce que vous pensez? Et les hélicoptères achetés en Ukraine? Mon cher ami, il faut qu'on arrête d'humilier notre pays. Il faudrait que l'armée du Cameroun se ressaisisse et qu'elle prenne ses missions en main. Il faudrait que l'opposition et la société civile, que j'appelle ici de toutes mes forces, prennent conscience de ce que nous ne sommes plus gouvernés. Qu'est-ce que vous pensez du silence assourdissant des médias locaux et de l'Union africaine face aux exactions de Boko Haram? La même chose que je pense du silence assourdissant du président de la République. Que voulez-vous que les médias locaux, qui sont sous la coupe du ministre de la Communication, disent lorsque le président de la République lui-même ne dit rien? Qui va dire qu'il y a eu un mort alors que le président de la République n'en dit pas un seul mot, là où il y a 400 morts, là où les familles se tordent de douleur, là où les familles de militaires se tordent de douleur? Qui va dire ça à la place de celui qui est chargé de le dire? Mon cher ami, je répète, le Cameroun n'est plus gouverné. Et il faudrait que les Camerounais en prennent conscience. C'est pour ça qu'il est important que cette guerre qui nous touche et dont on ne connaît pas encore très bien l'origine, il faudrait que les Camerounais comprennent qu'il y en a qui ont planifié le chaos dans notre pays et que c'est à nous qu'il revient de stopper ce chaos. Il n'y aura pas de califat au nord du pays. Il n'y aura pas de partition au nord du Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Et il y a un homme qui a prêté serment pour qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que je parle de haute trahison et je choisis mes mots. Il y a haute trahison lorsqu'on a prêté serment de garantir l'intégrité du territoire et qu'on ne s'en montre pas apte. Il y a haute trahison quand on va chercher des armées étrangères qu'on ramène dans le pays sans en informer la représentation nationale ni le peuple. Lorsque une faute est aussi grave, je crois qu'il y a des moyens internationaux, il y a des cours de justice internationale qui peuvent être saisis. Est-ce que vous avez déjà entamé cette démarche? Vous n'avez pas tort. Pour haute trahison? Nous y réfléchissons. La haute trahison d'un président de la République s'examine devant la haute cour de justice camerounaise. Mais vous savez très bien que personne ne va actionner. D'ailleurs, il n'existe pas de conseil constitutionnel pour être saisi d'une telle faute. Il existe une cour suprême aux ordres qui est chargée d'éliminer nos candidatures. Voilà, c'est ça qui existe. Donc je crois que le Cameroun traverse une période de doute sérieux sur sa capacité à sécuriser son territoire et à sécuriser ses biens et ses populations. Voilà le problème du Cameroun aujourd'hui. Il crève l'œil. On a beau détourner l'attention des Camerounais ailleurs, indiquer des oiseaux de mauvais augure par des petites phrases. Le sujet n'est plus celui-là. Le sujet est que notre pays est attaqué dans ses fondements, dans son existence. Le risque de la vie de chaque citoyen est engagé. Il faudrait qu'on en prenne conscience et qu'on se mette comme un seul homme contre Boko Haram. Sans politique politicienne. Mais ça suppose qu'il y a un animateur. Il y a une forme d'internationalisation de la guerre contre Boko Haram, puisqu'il faut la décrire ainsi. Les caps diplomatiques dont nous avons pris connaissance font état d'un entretien téléphonique entre le président Paul Biya et le président Poutine. Suite à cet entretien, le président Poutine aurait promis de l'aide au Cameroun, dont des formateurs et des armes pour combattre Boko Haram.
A-t-il eu raison, Paul Biya, de solliciter l'aide russe? Un président de la République sollicite l'aide où il souhaite. Je n'ai pas de commentaire à faire sur une aide qu'il aurait demandé à la Suisse et ce que la Suisse en aurait dit. À la Russie. À la Russie et ce que la Russie en aurait dit. Mais je dis tout simplement que tous ces pays-là n'ont pas vocation à assurer la sécurité des biens et des personnes et l'intégrité du territoire du Cameroun. Parce que le jour où ces pays entrent en conflit avec notre pays, qu'est-ce qui se passe si c'est eux qui assurent la sécurité de l'intégrité territoriale de notre peuple? Notre peuple doit aller vers son autonomie, son indépendance, sa capacité à s'auto-gérer, sa capacité à s'auto-défendre. Voilà le sens de la modernité que je propose. Vous avez toujours décrit... La coopération internationale a toujours existé, elle existera toujours avec la Russie, avec la France, avec les États-Unis, avec entre États africains. Mais je dis qu'un État souverain a vocation à s'auto-gérer et à s'auto-défendre. Vous avez toujours décrit le gouvernement du Cameroun comme une maison de retraite. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec ce gouvernement? Ben, c'est une maison de retraite pour des grabataires, parfois véreux. Voilà, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas de rapport avec le gouvernement. Je ne pense pas qu'il ait envie d'ailleurs d'avoir des rapports avec moi. Selon voilà. des sources bien informées, et nous sommes bien comme ça. Il y a eu plusieurs rencontres avec certains membres du gouvernement ou avec certains proches du président de la République. Vous avez été approché à plusieurs fois par les membres du Sérail. On aimerait bien savoir aujourd'hui quelle était la teneur de vos entretiens et suite à ça, s'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir pour un éventuel retour de Mila Soté au Cameroun. Oui, moi j'ai effectivement, je ne vais pas le nier, il y a eu des gens, parmi ces gens, il y a eu le secrétaire général du RDPC, M. Jean Côté, que je connais bien, avec qui j'entretiens des rapports fraternels. J'entretenais des rapports fraternels avec lui jusqu'à ce que je sois parti du Cameroun. Je pense d'ailleurs que c'est le seul membre du gouvernement, peut-être parce qu'il est de la main noire, qui m'a adressé les condoléances lorsque ma mère est décédée, pendant que je suis en exil et que je ne pouvais même pas aller l'enterrer. Malgré mes démarches à me rendre au Cameroun, ne serait-ce que pendant 2 jours pour enterrer ma mère, une fin de non-recevoir m'a été opposée. M. Jean Côté est arrivé à Paris, effectivement, à la demande du président de la République, il m'a reçu, m'a-t-il dit. Nous en avons discuté. Mais je lui ai dit ce que je ne vais pas venir redire ici sur la place publique. Lorsque je rencontre un membre du Sérail envoyé par le président de la République dans le cadre d'une telle discussion, et qu'on ne parle pas des raisons pour lesquelles je me suis exilé, c'est-à-dire le Cameroun, qu'on me parle de moi, de mon retour, de propositions de me mettre, je ne sais pas, très en haut, ça, à la limite, ça me chiffonne. Parce que j'ai l'impression que nous sommes dans un langage de sourds. Ce n'est pas parce que je ne suis pas attiré par l'argent ou par quoi que ce soit, mais tout simplement parce que j'estime que je suis parti du RDPC en démissionnant, parce que j'y dénonçais tout ce qui se passe aujourd'hui. J'étais le premier à avoir dit ce qui arrive à ce parti-là aujourd'hui, que ça arriverait. Et on n'en a pas fini. J'ai également décrit dans l'ouvrage que j'avais écrit à cette époque-là que ce parti va imploser. Le temps nous dira si j'avais vu juste. Mais les conflits qui sont déjà à l'intérieur de ce parti aujourd'hui et l'autoflagellation de ce parti démontrent que en 2000, j'avais déjà raison. Vous aviez déjà un diagnostic. Et que j'avais un diagnostic qui était parfait. La preuve, qui est en prison? Ce sont les membres de l'opposition qui sont en prison? Ce sont les membres du RDPC, dans la crème des crèmes du RDPC. Pourquoi? Pour ce que je disais déjà en l'an 2000 et qui aurait pu être évité.
Donc aujourd'hui, discuter avec moi sans tenir compte de tout ce que j'ai produit en termes de réflexion pour le Cameroun, mais en me parlant tout simplement de rentrer au pays pour travailler avec le président Paul Biya, ça suppose qu'on n'a pas compris ce que je recherche et pourquoi je suis en exil. Si les gens veulent discuter du Cameroun, bien entendu, je suis ouvert à toutes sortes de discussions qui conduiraient le Cameroun vers son émancipation politique et sociale. Que vous inspire aujourd'hui dans la situation politique, économique et sociale du Cameroun? La situation politique et économique... Votre grille de lecture. Ma grille de lecture, elle n'a pas beaucoup changé. Je crois qu'elle s'empire même. On est dans de la prestidigitation politique et économique. Politique parce que, vous savez, vous voyez, on est là dans la crispation politique. Dans un climat interne particulièrement délétère auquel vient s'ajouter, se greffer une guerre, celle de Boko Haram, qu'il faut mener. Et qu'il faut mener avec force. Et je suis de ceux qui peuvent mener cette guerre avec force. Je peux même vous dire, qu'il m'arrive des nuits de dire, quand je regarde les images, d'avoir envie, si j'avais encore 20 ans, de me faire enrôler dans l'armée camerounaise pour aller lutter contre Boko Haram. Ça, je vous le dis très sincèrement. Mais la situation politique est crispée, d'autant plus qu'on se regarde en chien de faïence. Et le président de la République n'arrête pas, par des petites phrases, assassine à l'égard de ses adversaires politiques qu'il insupporte. Il n'est pas capable de dialogue avec qui que ce soit, sans considération préalable de ce qu'il n'a rien à dire, celui-là. La situation politique est d'autant plus crispée qu'aujourd'hui, la classe politique est atone devant le drame que vit notre peuple. On est venu y ajouter une loi antiterroriste qui ferait de chacun de nous un terroriste s'il ose descendre dans la rue pour manifester. Parce que ça va bloquer les services publics et on deviendra tout de suite le premier Boko Haram du coin. Donc voilà, sur le plan politique, comment nous sommes bloqués. Sur le plan économique, on avait annoncé des points d'indice de croissance de notre économie. Le président de la République a fait un discours à la jeunesse. Il en a dit quoi? On restera... Création de 350 000 emplois cette année. C'est de la fiction. C'est de la fiction. Il va nous dire en février prochain que la guerre a empêché qu'il crée ces emplois. On a déjà entendu ça. Nous sommes dans un cycle de slogans répétitifs. Si vous étiez président de la République aujourd'hui... le renouveau, le bout du tunnel, les grandes ambitions, les grandes réalisations, le plan d'urgence, tout ça, monsieur Milasso, il faut qu'on arrête ça. Si vous étiez président de la République aujourd'hui, oui, avec la surliquidité bancaire, les moyens financiers que les banques ont, qu'est-ce que vous ferez de cet argent? D'abord, je voudrais vous dire que je suis un financier moi-même. Parce que je fais de l'économie, je fais de la finance. Je suis conseiller pour certaines banques, y compris au Pakistan. Consultant. Ça suppose quoi? Que je voudrais dire que lorsque des banques sont sur liquide dans un pays, ça traduit l'absence de confiance des banques dans l'environnement politique. Ça suppose que les banques n'ont pas envie d'investir leur argent dans cet environnement-là. Elles n'ont pas à avoir envie d'investir. Le gouvernement qui a le pouvoir d'imposer à cette banque qui a une certaine surliquidité d'investir justement dans le secteur privé pour pouvoir créer des emplois. Non, cher journaliste, il n'est pas possible, dans un pays de droit en tout cas, d'obliger quelqu'un à dépenser son argent dans des affaires où il n'a aucune garantie de le récupérer. Premièrement, je voudrais vous dire que lorsque le banquier a de l'argent chez lui, ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'épargnant. Oui. Donc lorsqu'il le prête à quelqu'un, à une entreprise, pour que cette entreprise l'utilise et lui paye des dividendes qu'il reversera à l'épargnant et qui lui permettra d'entretenir son personnel et la banque, il faut qu'il s'assure
de la bancabilité du projet et du retour d'investissement. Ça, c'est la première règle en matière de droit commercial. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un d'aller mettre son argent dans un projet auquel il ne croit pas. Oui, mais il existe des mécanismes, que ce soit étatiques ou privés, qui favorisent ces différentes opérations. Je ne sais pas si au Cameroun, il existe de tels mécanismes, mais je pense que si mes informations sont bonnes, premièrement, le Cameroun avait créé il y a quelques années le FOGAP. C'était un fonds de garantie. Qui pouvait permettre aux banques de recevoir des garanties d'État et de donner des crédits sur la base de ces garanties. Bien entendu, elles sont couvertes lorsqu'elles font cela. Parce que si l'investisseur perd son argent, la banque doit retrouver l'argent que l'épargnant lui a donné, lui a remis. Donc, ces mécanismes-là, depuis la fermeture de FOGAP, je ne sais pas s'ils existent, si le ministère des Finances a mis en place d'autres mécanismes. Mais en tout cas, s'il les a mis en place, on peut constater que ça nous ramène au même problème de confiance que j'ai évoqué tout à l'heure. Et que les banques ne suivent pas ces mécanismes, qui a toujours surliquidité. C'est que ces mécanismes ne donnent pas suffisamment de garanties aux banques pour qu'elles laissent partir l'argent dans des investissements improductifs dont la garantie de retour d'investissement n'est pas assurée. Et je pense donc que c'est ça le problème de la surliquidité des banques. La surliquidité des banques traduit un environnement économique déficient, et pas le contraire. Traduit un environnement économique morose, et pas le contraire. Donc, comment sortir de la surliquidité des banques? C'est ça la question que vous posez en d'autres termes. Pour sortir de cet environnement. Pour servir à la création d'emplois au Cameroun. Premièrement, il faudrait que l'environnement politique soit stable et apporte la sérénité aux investisseurs, qu'il soit attractif pour les investisseurs et les banques. Ça suppose quoi? Qu'il y ait un dialogue entre différents acteurs politiques afin que un investisseur qui vient dans un pays, une banque qui donne son argent dans un pays, ne se retrouve pas un matin avec un coup d'État qui change tout, ou avec une guerre civile, ou avec Boko Haram. Donc il faut un environnement politique stable. D'où l'importance de la paix dans le pays. Et le garant de cette paix-là, dans la Constitution, c'est encore le président de la République. Il faut un environnement économique attractif. Ça veut dire que le Code des investissements de la République est incitatif pour l'investissement. Qu'on crée des conditions d'un investissement attractif qui réduit la baisse fiscale, qui crée des faveurs à ceux qui créent des emplois et des entreprises. Ça suppose que dans cet environnement attractif, que l'investisseur ait des raisons d'investir soit dans des points francs, soit dans des zones francs, dans des domaines où la transformation de nos matières premières peut être une valeur ajoutée qui rapporte à nos devises. Ce n'est pas le cas. Et donc, comment donc financer tout cela? La banque, l'État a des leviers pour le faire. Si l'État du Cameroun obtient des prêts obligataires, ça veut dire que la garantie souveraine de l'État fonctionne. Absolument. Et qu'elle peut encore fonctionner davantage auprès des banques. J'ai entendu dans le cas du plan d'urgence, par exemple, que certaines banques, Chartered Bank et je ne sais plus qui encore, allaient financer ce plan d'urgence dont le montant s'élève à un peu plus de 1000 milliards. Mes chers amis, vous comprenez bien que si l'État peut avoir de l'argent comme celui-là auprès des banques, ce qui peut apporter également des garanties aux entreprises publiques pour qu'elles puissent produire. Ce n'est pas le cas. Dans notre projet au RDMC, nous parlons de l'État qui est comme une béquille pour l'investissement. L'État doit accompagner l'investissement. Et vous, par rapport à la création d'emplois au Cameroun, quelles sont les propositions que vous mettez sur la table? Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Par exemple? Je ne vais pas les énumérer toutes,
parce que le plagiat est devenu la formule la plus partagée des partis politiques paresseux au Cameroun. D'ailleurs, nous avons écrit un certain nombre de choses dans notre programme de gouvernement qui est dans le public et que je vois de temps en temps reproduit par certains. Pour réduire le chômage, je vais citer cet exemple-là. Premièrement, il faut former nos jeunes très rapidement. Et il y a des cycles de formation de moins de 2 ans à ce qu'on appelle l'acquisition des savoir-faire complexes. Je crois que c'est ce type de discussion que le président de la République devrait avoir avec les présidents Poutine et autres au lieu d'acheter des armes pour notre pays. La première arme d'un pays, c'est le travail de sa jeunesse. Donc, l'acquisition a des savoir-faire complexes qui permettent à chaque environnement de se transformer parce que le jeune qui accède à un savoir-faire complexe peut déjà aller dans la rivière chercher du sable derrière sa maison et le transformer en verre à boire et le vendre ne serait-ce que dans son milieu sans avoir besoin d'aller dans une boutique. L'acquisition des savoir-faire complexes, le jeune peut savoir transformer l'aluminium en portail métallique, en porte et fenêtre d'une maison moderne dans son environnement sans avoir besoin d'aller dans une quincaillerie. L'acquisition des savoir-faire complexes permet à un jeune de fabriquer un ordinateur chez lui sans avoir besoin d'aller l'acheter. L'acquisition des savoir-faire complexes permet de monter les tracteurs qui sont tombés dans le domaine public et que personne ne suit. Après cette parenthèse... Donc, ça, c'est pour ce qui est des biens et services. Maintenant, pour ce qui est de notre jeunesse, 4 millions de jeunes en chômage qui sont sur des mototaxis à Douala et ailleurs, il y a des solutions. Premièrement, il ne faut pas les poursuivre avec des policiers pour arracher leur moto, ça ne sert à rien. Ils vont y retourner s'ils n'ont pas de débouché. Il ne faut pas leur proposer la police et la gendarmerie et l'armée comme seule solution de recrutement. Non, messieurs, notre pays a des terres et une culture de travail. Tous ces jeunes, y compris moi et certainement vous, ont des parents paysans pour la plupart qui ont des plantations. Et chacun de nous est déjà allé au moins une fois dans une plantation, accompagner son père et sa mère lorsqu'il n'en a pas créé. Donc nous avons appris très jeunes à travailler dans les champs. Il fallait mettre en place, dès le primaire, des formations agricoles, de nature à ce que la terre, qui est si vaste chez nous, et fertile dans notre pays, soit le premier débouché de l'emploi de nos populations. Vous avez certainement... Ça suppose que dans l'arrière-pays, au niveau des arrondissements, je n'ai pas arrêté de le dire, on crée des chambres locales agricoles. Au lieu de faire une chambre nationale agricole qui est à Yaoundé, qui ronfle et qui ne sert à rien. Et que dans ces chambres locales agricoles, les jeunes puissent y trouver le soutien d'exploiter la terre. Vous avez certainement suivi le décès de Françoise Fonning, la regrettée Françoise Fonning, qui est décédée avant qu'elle ne puisse être évacuée en France. Donc, cela souligne, ce fait-là souligne la sclérose qui existe aujourd'hui dans le secteur de la santé camerounaise. Nous l'avons aussi déjà dit, il faut faire des réformes de la santé. J'en profite pour présenter des condoléances à la famille de Mme Fonning, que je connaissais très bien. D'ailleurs, le père de Mme Fonning et mon père étaient des amis, le chef Johnny Balin. Donc je présente à la famille Johnny Balin, au nom de mon père, dont je suis héritier, des condoléances très attristées. Je les présente également à la grande population de l'Ouest, qui a perdu en l'espace de quelques jours 2 fortes têtes, le général Mambou, que je connaissais également parfaitement. Et j'adresse à sa femme et ses enfants mes condoléances attristées. J'adresse donc à la population de l'Ouest qui est frappée par ces deuils-là toutes mes condoléances. Et puis à la grande famille de l'armée qui perd le général Mambou, un de ses officiers les plus connus. Je leur adresse, en plus des soldats qui tombent au front, toutes mes condoléances. Mais cette question du décès de Mme Fonning, qui se rapporte souvent à des évacuations sanitaires en cas d'accident sur la voie publique, traduit tout simplement ce que j'appelle la malgouvernance et le déficit de gouvernance.
Quand je dis que le Cameroun n'est plus gouverné, je n'exagère rien. Comment voulez-vous que lorsque quelqu'un a fait un accident à quelques kilomètres d'un hôpital général, qu'on l'amène là-bas et qu'on parle d'évacuation en France? Le Cameroun n'est plus gouverné. Vous faites bien de le préciser. Ça me permet de vous poser la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez des potentiels successeurs du président de la République, parce que là, il ne faut plus verser dans la langue de bois. Plusieurs sont sortis des bosquets. Qu'est-ce que vous pensez de l'ancien ministre des Finances à Kamoufoum? Je n'ai rien à penser de mes rivaux, rien du tout. Nous allons nous confronter sur le terrain. J'aurais préféré que ce soit sur le terrain démocratique. Je me suis présenté. Eux n'ont pas encore eu le courage de se présenter. Je pense que certains d'entre eux manquent assez de courage. Beaucoup plébiscitent, beaucoup moi, j'ai eu le courage de le dire. Je continue de le dire. Je me préoccupe de ma candidature, moi. Bien entendu, je regarde ce qui se pose en rival à la mienne. Et de lui, Paul Moutazé, qui aujourd'hui est en train de préparer pour accéder à la magistrature suprême. Comme je vous dis, je ne fais pas de commentaires pour les ambitions des autres qui ne me sont pas clairement déclarées. Le maçon, c'est au pied du mur. Je voudrais simplement dire que le Cameroun n'est pas une dynastie. Il faudrait que chacun le sache. Laurent Esso aussi pense au pouvoir. Le Cameroun n'est pas une dynastie. Il n'est pas l'héritier du président Biya. Chacun a le droit, chaque Camerounais a d'ailleurs le droit de penser. Amadou Ali non plus n'est pas heureusement d'ailleurs. Heureusement que tous ces gens pensent à accéder au pouvoir. S'ils le pensent comme vous le dites, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont commencé à s'émanciper du président de la République. Et je n'ai jamais demandé rien d'autre qu'une émancipation politique de chacun de nous. Lorsque j'ai créé le courant des modernistes, quand j'étais dans le RDPC, j'ai demandé des primaires au sein du RDPC pour choisir le candidat du parti. Puisque vous n'avez pas de commentaire à faire. Ces gens-là, oui, qui aujourd'hui se découvrent l'âme de candidats, je les apprécie, je les encourage, je leur dis bienvenue au club. Je les attends. Même de René Sadi qui était votre ami? René est toujours mon ami. Moi, je ne confonds rien. Nous ne nous parlons pas depuis que je suis en exil. Mais lorsque j'étais au Cameroun, j'avais de bonnes relations avec toutes ces personnes. C'est pour ça que je parle au passé. Et je continue à dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est au RDPC qui n'a pas de compétences. Mais la compétence de tout employé d'une entreprise est le reflet de la compétence de son chef. Les institutions ne valent que ce que valent. Vous les avez décrits comme des exécutants. Donc, les institutions ne valent que ce que vaut celui qui les anime. Définies par le chef suprême. Oui, certains d'entre eux. Peut-être certains d'entre eux sont compétents, d'autres le sont moins. Certains d'entre eux peuvent avoir le sens d'une certaine éthique, d'autres le sont moins. On ne peut pas dire du tous pourri, mais on peut au moins dire une chose, du tous salam alek au sein du RDPC. Et c'est ça qui a conduit le pays là où il est. Aujourd'hui, vous êtes en exil. D'autres forces vives de la nation aussi, à un moment donné, ont voulu s'émanciper et s'affranchir, n'est-ce pas, du pouvoir des Toudi. Quels sont vos rapports avec Marafa, Mbara et tous les autres prisonniers, j'allais dire politiques entre guillemets, qui résident aujourd'hui à la prison centrale de Konagui? Non, moi je ne veux pas parler des gens avec qui je n'ai pas parlé de pouvoir et qui sont en prison pour des raisons que je dénonce depuis l'an 2000 et qui auraient pu éviter la prison si en l'an 2000 je n'étais pas la bête noire. Je ne suis pas heureux de leur malheur. Mais je crois que chacun là où il est, dans son intérieur, vous citiez quelques noms ici, et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Chacun au fond de lui sait qu'il a péché lorsqu'il s'est attaqué à moi en l'an 2000, alors que je prévenais déjà que ce qui leur arrive là va arriver. Donc, les rapports que j'entretiens avec tous mes compatriotes qui veulent que le Cameroun change, ceux de l'opposition, ceux du parti au pouvoir, qui ont envie que
le régime change, qu'on aille vers un autre système de gouvernance, ce sont de bons rapports. Personne ne va gouverner le Cameroun en excluant une frange des Camerounais. C'est pour ça que les noms des ministres que vous citez là, ceux qui auront la chance de n'être pas en prison et qui ne vont pas être poursuivis avant que le régime ne change, ils vont être au Cameroun. On ne vient pas pour faire la guerre à des Camerounais, on vient pour changer la manière de diriger le pays. Donc, les Camerounais qui disent oui, le RDPC a fait ci, moi je ne suis pas de ceux-là. Je suis des Camerounais qui disent qu'il faut changer la manière de gouverner le Cameroun. Et personne ne va gouverner le Cameroun sans ces Camerounais-là. D'abord, qui de nous peut dire dans sa famille qu'il n'a pas un seul membre du RDPC? Chacun des Camerounais qui veut que le Cameroun change, peu importe son parti, est important dans l'avenir du Cameroun. Frundi, Bello Bouba, Ndam Joya, chacun a fait ce qu'il a pu. Peut-être aujourd'hui, ils se sont laissés inféoder, pris par l'usure, devenus amis de Paul Biya. J'ai même entendu Frundi dire qu'il a fait sa part. Très bien. Mais lorsque le Cameroun va changer, vous croyez qu'on va construire un quartier exclusif pour ces gens-là? Non. Ces gens, ils seront toujours là avec nous. Mais nous allons imprimer une nouvelle façon de vivre ensemble. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est le fondement du changement alternatif que nous préconisons. Il y en a d'autres qui préconisent autre chose. Est-ce qu'il vous arrive de discuter avec les leaders d'opinion au Cameroun? Oui, bien sûr, je discute avec tout le monde. Quand je ne discute pas directement au téléphone, nous discutons via les réseaux sociaux, nous discutons. Il y en a avec qui j'ai des désaccords affirmés. J'ai par exemple pris certains en grippe en leur disant que je ne suis pas d'accord quand on dit que si le régime change, on va égorger femmes et enfants de qui je ne sais pas qui, parce qu'ils sont boulot, parce qu'ils sont bêtis. Et vous pensez quand même qu'il est de bon ton, si vous arrivez au pouvoir demain, de récupérer tout ce qui appartient au patrimoine public, tout ce qui appartient à l'État du Cameroun? Mais il est même de bon ton qu'eux-mêmes le rendent avant même que le pouvoir ne change. Ils n'ont pas besoin qu'on aille leur dire de récupérer. Lorsque vous avez chez vous ce qui ne vous appartient pas, il y a urgence à aller restituer aux propriétaires. Vous avez épinglé l'office du président de la République, Franck Biya, il y a quelques années dans les marchés fictifs au Cameroun. Suite à ça, il y a eu une plainte, si mes informations sont exactes. Aujourd'hui, à quel niveau se trouve la procédure? Premièrement, ce n'est pas moi qui ai spécialement épinglé. Oui, bien entendu, j'ai connaissance. Vous avez porté ce dossier? Oui, bien sûr, j'ai bien entendu, oui, bien sûr que je connais le dossier. Je le connais bien, ce dossier-là. Mais le président de la République, c'est un jeune effacé, très effacé, qui fait ce qu'il fait, mais qui est certainement victime autour de lui d'un certain nombre de gens qui exploitent sa position de fils de chef de l'État pour réaliser... Donc vous essayez de dédouaner l'office du je ne dédouane personne, je ne l'ai jamais dédouané. Je ne suis pas un procureur de la République. Je ne suis pas procureur de la République. Je dis que dans le cadre de l'opération Épervier, et c'était ça mon propos concernant Franck Biya, lorsqu'on dit qu'on dénonce les détournements de deniers publics et que l'on sait que Abba Polycarpe est en prison et qu'avant d'aller en prison, il y a eu des titres qui touchent Yves-Michel Fosso, sa banque en tout cas la sienne CBC, qui ont été détournés de leur objet pour se retrouver dans des mains des affaires, alors que ces titres appartiennent aux sociétés d'État qui sont dirigées par les neveux du président de la République et qui impliquent son fils. Ça s'appelle non seulement de la concussion, mais du népotisme aggravé. Donc voilà ce que j'ai dit. Après, quand j'ai dit ça, je ne suis pas procureur de la République, ni procureur général, ni président du tribunal criminel spécial pour ouvrir les enquêtes. Lorsque il y a des enquêtes internationales. On voit par exemple dans l'affaire des biens mal acquis, où le maître William Bourdon, à travers Transparency International et l'association Sherpa, a porté plainte contre la Guinée équatoriale. Cher ami, je vais vous décevoir. Moi, je suis un souverainiste. C'est-à-dire que je tiens à la souveraineté du Cameroun. On ne porte plainte à l'étranger que lorsque
les conditions exigent qu'on le fasse. Moi, j'ai poursuivi... Puisque vous ne vivez pas au Cameroun. Oui, bien entendu. Mais bien entendu, ne pas vivre au Cameroun n'exclut pas que l'on porte plainte au Cameroun. Parce que certains peuvent croire à un moment donné qu'il y a eu un certain rapprochement. Je vais terminer. Ceux qui croient à ça ont tort. Je vais terminer. Je vais faire une chute. J'ai dit, dans la suite de ce que je reproche à Franck Biya et ses oncles dans l'affaire des titres de Intelcam et du FECOM, et même au-delà du FECOM, de la CNPS. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit, je ne suis pas seul à l'avoir dit, il y a des preuves évidentes. J'ajoute que je ne suis pas procureur de la République, je suis un homme politique, je dénonce les dérives. Une fois que je l'ai fait, que le peuple a entendu, ma mission s'arrête là. Après, ce n'est pas à moi de porter plainte à gauche ou à droite sur ces questions-là. Maintenant, j'ajoute que j'ai également dit que Fouman Akamjean a détourné l'argent du Cameroun, au même titre que je l'ai dit pour les autres, et que je ne comprends pas qu'il soit celui qui juge les gens, la présidente de la République. Lorsque je l'ai dit, je ne deviens pas procureur de la République pour ouvrir les enquêtes. Merci, Chief Mila Sauté, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission tire à sa fin. Nous aurons l'occasion de parler des autres dossiers noirs de la République du Cameroun. L'occasion se présentera. C'était La Voix de la Diaspora, une coproduction Camer.be, Sopiprod International et Diaspora Post Magazine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir accepté cette inclusion chez vous. Merci. Je vous remercie.